Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, ingérence chinoise, le diplomate Zhao Wei déclaré persona non grata par le gouvernement canadien. Meta veut bloquer l'accès aux nouvelles si le projet de loi C-18 est adopté. Sondage léger, les Québécois seraient favorables à une commission sur l'avenir du Québec et des détails troublants révélés sur le tireur de masse ayant fait 8 morts au Texas. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, c'est tombé au cours des dernières heures, le diplomate chinois qui était au cœur d'allégations de menaces qui auraient été formulées à l'endroit du député conservateur Michael Chong et sa famille ont été déclarés persona non grata par le gouvernement canadien. Et donc, Zhao Wei, lui, sera expulsé. Ça l'empêche de faire son travail, d'avoir cette mention de persona non grata. Dans la loi sur les missions étrangères, lorsqu'on reçoit justement cette missive de persona non grata, l'État qui envoie le diplomate doit le rappeler, la personne, et mettre fin à ses fonctions et le poste consulaire dans ce cas précis. Donc, ce sera chose faite. On ose imaginer par la suite. Mélanie Joly, elle, qui a annoncé sa décision et commenté en disant qu'il demeurerait très, très fermement convaincu qu'il faut défendre la démocratie, que c'est de la plus haute importance. Et donc, on agit, Mario, des années quand même après. C'est pas clair. On se défend du côté du gouvernement Trudeau d'avoir eu les rapports du service de renseignement canadien sur cette intimidation à l'endroit de M. Michael Chong. Mais bon, c'est des années plus tard qu'on agit. Du côté positif, on agit. C'est un geste fort. Clairement, la ministre Mélanie Joly aujourd'hui pose un geste. On va voir la réplique de la Chine. Il y en aura une, j'en suis à peu près certain. Du côté négatif, c'est certain qu'il y a un côté où tu te dis, ouais, est-ce qu'on réagit à l'ingérence de la Chine, à l'intimidation de la Chine sur un député, ou on réagit à la médiatisation, tu comprends? Oui, du dossier. Du dossier. Parce que il semble bien qu'au niveau des services de renseignement, que le gouvernement canadien avait des indications que ces choses-là avaient eu lieu. Et on semble avoir commencé à les prendre au sérieux, étudier des gestes ou des répliques possibles à partir du moment où ça s'est retrouvé dans le public. Ça, c'est toujours un peu décevant quand t'as l'impression que... Puis ça nous arrive dans les médias, des fois, là, on a, je sais pas, mais quelqu'un n'est pas capable d'avoir son rendez-vous quelque part dans un ministère ou dans le réseau de la santé. Puis là, on soulève le dossier. On en parle dans les médias, on en fait un scandale. Regardez, cette personne-là avait droit, la loi est claire. Voilà. Puis tout à coup, le lendemain, tout est réglé. Oui. Fait que là, tu te dis, bon, est-ce que là, on va dire le système fonctionne ou on va dire le système réagit à la pression médiatique, tu sais? Oui, c'est une question importante à se poser. Puis après ça, il y a une autre question sous-jacente dans tout ça, Mario. À quel point notre service de renseignement au Canada est efficace si, quand il émet des rapports puis il révèle des choses que les autorités gouvernementales sont pas mis au courant, le cas échéant. Ouais. Si et seulement s'ils ne le savaient pas, bien évidemment, c'est une autre question qui serait importante de se poser quand même. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme le dit l'adage. Et là, va falloir attendre, comme tu le dis, la réaction de la Chine, qui est quand même un historique de réagir fermement à ce genre d'initiative. En fait, la question va être de savoir, je pense qu'il n'y a quasiment pas de possibilité que la Chine ne réagisse pas. Est-ce que la Chine va expulser un diplomate canadien aussi? Est-ce qu'ils vont juste se montrer outrés? C'est la gradation. Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'ils vont partir une escalade ou ils vont juste montrer une réplique là, pour dire on est outrés de tout ça, on n'a pas laissé passer. Pas de bon sens. C'est ça qu'il va falloir surveiller. Ce matin, une déclaration du président des Affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, est tombée quelques heures après qu'il ait décidé à la dernière minute de ne pas se présenter devant un comité parlementaire de la Chambre des communes auquel il était attendu. Il a annoncé aujourd'hui que le contenu qui est produit par les médias d'information canadiens ne va plus apparaître sur Facebook et Instagram si les parlementaires finissent par adopter le projet de loi C-18 qui conçoit un partage des revenus des gens du web avec les médias un peu partout au Canada. Il a donc été remplacé après ce coup de théâtre-là par Kevin Chan et Rachel Curran, qui sont les représentants... C'est dur de dire que c'est pas des menaces, là.
Oui, c'est dur de dire que c'est pas effectivement un ultimatum ou des menaces. Des représentants de Meta au Canada qui ont donc témoigné à sa place puis qui ne s'est pas présenté. Il faut comprendre aussi qu'en mars dernier, c'était les représentants canadiens de Google qui étaient passés devant le comité et qui avaient passé un mauvais quart d'heure parce qu'ils avaient dû répondre à toutes sortes de questions qu'on leur posait par rapport à leur initiative de bloquer l'accès aux nouvelles du moteur de recherche Google à peu près 1 million d'usagers au Canada. Donc, on bloquait le contenu médiatique. Finalement, Google avait même fait des tests. Il y avait genre, c'était-tu 3% ou un petit pourcentage des utilisateurs qui avaient leurs nouvelles bloquées pour tester ce que ça donnerait puis la faisabilité de ça. Oui, et après leur comparution, ils ont fini par faire marche arrière. Mais là, on semble pas prendre du tout le même chemin du côté de Meta. On met une menace comme ça, là, donc dans les airs, face à l'adoption de ce projet de loi. Il faut comprendre aussi que tout ça serait arrivé, là, selon Nick Clegg lui-même, parce qu'on a changé le nom du comité auquel il devait comparaître. Ouais, la convocation était chargée. Le titre de la séance était chargé de sens. Oui, il devait participer, ce qui était désormais utilisation actuelle et continue de tactiques d'intimidation et de subversion par les géants du web pour échapper à la réglementation au Canada et à travers le monde. Je t'ai soufflé juste à lire le titre de cette convocation, mais quand même... Ils venaient à une commission pour justifier leur propre tentative d'intimidation. Mais en même temps... Il a répondu en faisant de l'intimidation. Il n'a pas voulu participer au comité en disant « Moi, j'irai pas à une place qu'on m'accuse d'intimidation. » Mais puis si vous continuez là-dedans, je vais vous intimider pour vrai. Voilà, donc c'est une nouvelle étape dans cette saga là, du projet de loi C-18 qui, je le disais tantôt, mais forcerait Meta, Google, les géants du web de partager les revenus avec les médias dont le contenu est utilisé gratuitement sur leur plateforme. Parce que c'est eux pas ce qui arriverait. Mettons que sur Facebook, il n'y a plus aucune nouvelle. T'as plus de contenu de nouvelles à te partager, sportif, culturel, potin, rien qui émane d'un média. Mais ça, c'est... Politique, controverse, faits divers. Mais surtout à un moment où Meta, en tant que tel, particulièrement la plateforme Facebook, bat de plus en plus de l'aile. Là. C'est une plateforme qui est délaissée surtout là, d'une nouvelle frange de jeunes utilisateurs qui vont être, oui, sur TikTok, mais qui vont être sur Instagram, qui est aussi à Meta, mais beaucoup plus Instagram que Facebook. Puis sur Instagram, tu as des comptes médiatiques. Moi-même, je suis abonné à des dizaines de médias différents. Leurs stories, là, les histoires du jour, les actualités, on peut les consulter. C'est super instructif. Demain matin, il n'y a plus un seul média qui peut être sur Instagram. Je vois pas, honnêtement, comment ils pourraient maintenir ce genre ils peuvent dire, promesse. Parce que les médias vont perdre de la circulation de leurs nouvelles. Mais c'est une circulation des nouvelles qui est pas tellement génératrice de revenus. À part que les gens peuvent rentrer dans ton site puis tout ça, il y en a probablement un peu. Oui. Mais eux perdent des clics pas à peu près. Bon, ça va me dire à l'échelle mondiale, peut-être qu'ils se disent on est prêt à perdre les clics du Canada pour passer un message au monde entier qu'on veut pas payer, on veut pas payer pour le contenu de nouvelles. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'États qui emboîtent le pas aussi puis qui tentent de trouver un moyen justement de mieux redistribuer là, l'argent qui est généré par le contenu de nouvelles parce qu'il est presque accaparé à 100% en ce moment par les géants du web qui ont d'autres sources de revenus, me dit-on à l'oreille à l'instant. Donc, c'est quand même là, tout un dossier. On verra là, quelle sera la réaction du gouvernement fédéral qui, pour l'instant, ne semble vraiment vouloir aller de l'avant avec le projet C-18. De toute façon, imagine le ridicule si le gouvernement reculait. Pliait devant des géants du des web. menaces. Là, reculait, disant, là, ils sont venus nous dire, c'est qu'on dirait que c'est le contraire. Une fois qu'ils te menacent, ils t'obligent quasiment à l'adopter tel quel, là, pour pas perdre la face. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Selon un sondage léger qui a été mené en avril pour le compte, c'est important de le mentionner, pour le compte du Parti québécois, démontre que les Québécois seraient favorables à la tenue de ce qu'on appelle une commission spéciale qui serait chargée d'étudier les rapports entre le Québec et le gouvernement fédéral. Proposition là, dans le sondage léger qui a reçu l'appui de 56% des Québécois, 27% sont contre et 18% des gens ne se sont pas prononcés. Si on va chez les francophones, maintenant, Mario, on monte à 64% d'appui à cette fameuse commission spéciale. Tout ça, ça sort pas de nulle part du côté du Parti québécois. En février dernier, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du parti, a envoyé une lettre à François Legault pour lui demander d'égaler, là, lui, ce qu'il appelait au minimum, le niveau de nationalisme de Robert Bourassa. Évidemment, référence à Robert Bourassa qui avait mis sur pied la commission Bélanger-Campeau qui visait à analyser le statut politique et constitutionnel du Québec. Et donc, aimerait que ce soit quelque chose qui se réalise, surtout, là, dit-il, à la lumière de
l'initiative du siècle, l'intention du gouvernement fédéral d'augmenter de 500 000 le nombre d'immigrants admis au pays à chaque année. Et on parlerait surtout d'une commission qui analyserait certains enjeux, entre autres transfert de santé, immigration, avenir de la langue française. Une commission comme ça, c'est sûr, le sondage est commandé par le Parti québécois. En même temps, les chiffres les appuient. Ouais, mais c'est la formulation. Je suis curieux de voir la formulation de la question. Puis un peu les autres, parce que je suis sincèrement étonné. Une commission sur l'avenir du Québec, une commission sur les affaires constitutionnelles, qu'à 2 pour 1, les gens réclament ça. Je veux dire, on n'entend pas ça souvent dans la rue. Là. Peut-être si on pose la question aux gens. Moi, là où j'y crois, je pense que l'initiative du siècle, ça soulève des questions. Là, où vraiment des gens vont se demander, OK, mais là, de la manière que le Canada évolue, nous, le Québec, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dedans? Comment nos droits vont être respectés? On va-tu encore être capable de défendre notre langue? Ça, je peux y croire, mais si j'étais le PQ, je m'illusionnerais pas trop. Oui, parce que là, M. Paul Saint-Pierre Plamondon lui dit avec ces chiffres-là, on n'aura pas le choix de discuter avec nous du côté du gouvernement François Legault. Parce que quand il a envoyé sa lettre en février, il a reçu une fin de non-recevoir. Donc, essentiellement. Il va en recevoir une autre. Le gouvernement ne changera pas d'idée pour un sondage. Non, c'est certain. Par contre, comme tu le dis, l'histoire de l'initiative du siècle, ça pourrait forcer la main à François Legault. Puis ensuite, d'avoir une discussion commune, une discussion de société sur l'enjeu en question. Toi, sur le fond, là, est-ce que tu aurais voté avec les 64 % de francophones? C'est-à-dire que je vois pas. Une discussion sur l'avenir du Québec, on en a à chaque élection. Il semble pas y avoir d'appétit pour la souveraineté. Fait que, tu sais, je vois pas. À moins que le gouvernement Legault. Tu sais, peut-être si le gouvernement Legault, exemple, vivait des échecs de ses politiques. La loi 21 ou la loi 96 contestée devant les tribunaux, contestée puis renversée par la Cour suprême. Peut-être qu'il pourrait y avoir des conditions où, ça ferait renaître l'intérêt. Aujourd'hui, je le sens moyen. Je le sens pas tant que ça, puis je suis étonné des résultats du sondage. Je serais curieux de voir s'il y en avait, si vraiment le gouvernement se lançait à dire on met X millions pour une grande tournée sur l'avenir du Québec. Est-ce que vraiment les gens célébreraient ça? Je suis pas certain. Enquête publique sur la mort de Nora et Romy Carpentier a repris aujourd'hui après une pause d'1 mois et demi. Pause qui a été forcée. Là, on comprendra que c'était pas du tout à l'horaire de cette commission d'enquête publique parce qu'on a remis en doute le statut d'un expert témoin qui devait témoigner contre des officiers de la Sûreté du Québec, ou du moins témoigner, lui, de certaines lacunes qu'il observait. La SQ, le syndicat des agents de la SQ, ils étaient quelques-uns à dire ce gars-là, il est biaisé. Il a déjà, son point de vue est déjà connu. Oui, parce que ça avait surpris un peu tout le monde là, au mois de mars lorsque c'est arrivé l'avocat de la Sûreté du Québec, comme tu le dis, là, qui avait contesté dépôt en preuve du témoignage du retraité de la Sûreté du Québec, Alain Croteau, qui est lui un spécialiste de la recherche terrain. C'est parce qu'il a participé au reportage de l'émission Enquête sur le cas Carpentier, justement. Et ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas être impartial à cause de sa participation à ce documentaire-là. Et donc, le coroner n'a pas eu le choix. Mais j'ai trouvé ça bizarre parce que il a participé à un documentaire, donc il n'est pas impartial. Puis tu dis, non, t'as peu, là. Il a participé à un documentaire, donc tu connais à l'avance sa position parce qu'il l'a déjà dit publiquement. Mais je veux dire, je sais pas, moi, mettons que je te demande à toi, Alexandre, de juger une situation, là. Oui. Puis demain, tu m'arrives, tu me la juges. Bon. Puis le surlendemain, tu fais une conférence de presse. Est-ce qu'à la conférence de presse, je veux dire, il n'est pas impartial, moi je l'ai su hier qu'il était contre ou qu'il était pour. C'est effectivement bizarre. Pour moi, c'est vraiment ça. Il était là à une émission de télé où on lui a posé la question. Il a donné son point de vue. Donc, après coup, tu te dis, mais le gars, il est pas neutre. Non, il est pas neutre. Il ne demande pas d'être neutre, on lui demande son point de vue. Puis c'est pas parce qu'il l'a déjà dit dans un média, son point de vue, que le point de vue est devenu invalide. Tu sais, je veux dire, si tu veux prouver un biais, tu dois trouver un biais d'analyse, que dans son analyse, il déteste tel groupe, il a déjà écrit qu'il allait tout. Mettons, si le gars avait déjà écrit dans une lettre ouverte, moi, je vais tout faire pour détruire la Sûreté du Québec. Oui. Là, on pourrait dire, OK, c'est quelqu'un qui est biaisé, il y a une dague contre la Sûreté du Québec, qui est pas objectif. Mais qui témoigne comme expert. Puis, alors qu'on n'a aucune preuve de sa non-objectivité, puis le fait qu'il l'ait dit à un média un mois avant, ben non, mais
C'est juste qu'il l'a dit avant. Tu peux dire la même chose 4 fois de suite. Tu peux faire un jugement très objectif, le dire dans une conférence, une entrevue dans un média, puis après ça, le dire dans une commission d'enquête publique, puis ils vont te poser plus de questions, peut-être plus en détail, plus d'analyse, mais si t'es compétent, t'as fait une analyse juste, profonde, rigoureuse, c'est pas ça être biaisé. C'est pas ça un biais. C'est juste que c'est parler plusieurs fois de la même chose, ça prouve pas un biais. Ouais. C'est certain que si tu l'as déjà entendu, le reportage d'enquête, tu peux dire moi, je sais déjà ce qu'il va dire. Ah ouais, ça c'est une autre affaire, tu le sais, on le sait déjà. Il y a un petit bout, pose-y des questions plus profondes, va plus loin, contre-interroge-le. Mais c'est pas un biais de l'avoir... En tout cas, moi, je me trompe. Pour moi, c'est pas un biais que de l'avoir déjà dit dans le passé. Mais le coroner t'a donné raison, Mario. Oui, absolument. C'est pour ça, évidemment, qu'on est revenu à l'horaire établi. Mais le coroner n'avait pas le choix, quand même, de suspendre tout ça, d'entendre le coroner les parties. a réfléchi 6 semaines. Oui, bien, faut comprendre là-dedans, il y a les deux parties qui viennent parler de leur point de vue sur la chose. Donc, on connaît pas exactement la longueur que ces procédures-là ont pris, mais jusqu'ici, donc, on reprend l'horaire établi. Et lui, dans son rapport, puis c'est ce qu'il expliquait aujourd'hui, il a parlé des opérations de recherche. Il critique vraiment de son ancienne organisation, comme on pouvait s'y attendre. Il a dit, entre autres, qu'on a perdu l'équivalent d'une journée de travail lors des recherches terrain des jeunes fillettes Nora et Romy, qui, je le rappelle, ont été tuées par leur père, Martin Carpentier. On avait trouvé une trace de pas d'une des fillettes, mais on a décidé de déplacer les recherches pour aller explorer une nouvelle piste, pour pas se concentrer sur celle-là, à laquelle on est revenu par la suite. Bref, on aurait perdu un temps précieux dans cette affaire. Et là, l'enquête publique, elle reprend. Maintenant, on va entendre aussi Gérald Mallette, qui est un spécialiste de recherche, lui, retraité de la police provinciale de l'Ontario. Le psychiatre Alain Lesage, lui, va venir compléter cette liste. Et par la suite, on va se terminer sur le volet représentation. Donc, on va entendre les parties un peu à une dernière déclaration. Puis par la suite, c'est la mère des deux fillettes, Amélie Lemieux, qui, elle, va revenir pour un dernier témoignage, ce qui va venir clore cette enquête jusqu'à ce qu'on ait le rapport du coroner. Tout savoir en 24 minutes. Drôle d'histoire judiciaire, Mario, un homme qui est accusé d'avoir bousculé mortellement un aîné de 92 ans. Procès d'Abraham Leblanc, 39 ans, qui s'est ouvert ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe. Des faits qui remontent au 26 octobre 2019. Il fait face en ce moment à une accusation d'homicide involontaire. Ce jour-là, son voisin, Lionel Martineau, un homme de 92 ans, approche, fait marcher son chien sur la rue et là, passe devant la résidence de M. Leblanc, se serait introduit sur son terrain avec le chien. Et là, ce qu'on pouvait entendre aujourd'hui puis qui était déposé en preuve, c'est les enregistrements audio de la répartitrice du 911 qui parle avec M. Leblanc qui, lui dit « Je lui ai seulement demandé de reculer parce qu'il y avait un jeune enfant avec moi, continuer à avancer sur mon terrain. J'ai voulu le tasser pour dire « Dégage de mon terrain ». Et à ce moment-là, l'homme de 92 ans serait tombé, cogné la tête et saignerait abondamment par la suite. Et là, il aurait continué à parler avec la répartitrice, mais durant son transfert en ambulance, l'état de santé de Lionel Martineau se serait dégradé. Il serait finalement décédé. Et là, on a entendu aujourd'hui, comme je dis, l'appel au 911. C'est un procès qui doit se poursuivre sur plusieurs semaines. On peut entendre, de ce qu'on comprend, M. Leblanc lui-même, l'accusé dans cette histoire-là, parler avec la répartitrice, donner des instructions pour tenter d'aider l'aîné qui venait de bousculer. C'est un drôle de cas, justement, d'homicide involontaire, Mario, qui tombe aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien qui indique, on ne sait pas, on n'a pas d'image, on n'a pas de caméra de surveillance, à moins que ça arrive plus tard dans le procès, une preuve surprise, mais tu sais, est-ce qu'il a poussé violemment? Il semble pas s'être battu avec. Non, puis à date, on n'a que quelques images d'Abraham Leblanc qui a l'air quand même d'un homme costaud. Là. Il a l'air bien musclé, mais après ça, avec quelle force? C'est vraiment ça la question. Là. Avec quelle force a-t-il poussé l'aîné pour qu'il tombe comme ça, se cogne la tête par la suite? C'est une bien drôle d'histoire comme ça. Là. C'est vraiment l'intention criminelle qui va être à regarder derrière. Est-ce qu'il a vraiment voulu le blesser? Est-ce qu'il a voulu, comme il dit, le tasser de là? En même temps, parce que lui avait un enfant, puis il voulait pas que le chien s'approche de l'enfant. C'est ce qu'il raconte, puis l'homme de 92 ans, lui, là, aurait eu des problèmes d'audition, des problèmes de vue. Il est d'un âge avancé. Il a perdu... Est-ce qu'il a perdu l'équilibre plus que reculé sous la force du coup. Mais il y a toutes sortes de questions qui vont être soulevées là, dans cette histoire-là. Bref, un procès là, qui s'est ouvert puis qui a même failli dérailler. Il y avait une erreur dans les procédures. C'était censé aller à une date beaucoup trop loin. Il y aurait eu un arrêt dans les procédures. Bref, procès qui va être assez intéressant à suivre. Économie.
Le fabricant québécois d'autobus Novabus a été choisi pour fournir 1229 nouveaux autobus électriques à 9 sociétés de transport en commun différents, ainsi qu'un organisme public de transport en commun au Québec. Et tout ça d'ici 2025. Énorme contrat quand même, qui a été obtenu au terme d'un appel d'offres, environ 2 milliards de dollars. C'est ce qu'on estime là comme coût pour ce contrat. Je le disais, 9 sociétés de transport en commun d'un peu partout au Québec qui vont recevoir ces autobus-là. Mais l'entreprise, elle, affirme que c'est une des plus importantes commandes d'autobus électriques de l'histoire de l'Amérique du Nord quand même. Puis tout ça, Mario, assemblé chez nous. On parle, ils vont être construits à Saint-François-du-Lac, assemblés à l'usine de Saint-Eustache de Novabus. Donc quand même, on va faire ça jusqu'en 2025, 3 ans. C'est un énorme contrat, une bonne nouvelle économique, une bonne nouvelle à tout point de vue. C'est sûr qu'on est, je ne veux pas assombrir la bonne nouvelle, mais on est comme dans un questionnement. On est sensible. C'est pas une petite annonce que celle du fédéral il y a 2-3 semaines quand ils ont annoncé l'usine de batterie de Volkswagen en Ontario, parce que on était sous l'impression que c'est comme un peu le Québec là, qui avait le leadership, qui avait les devants pour ce qui était batterie, véhicules électriques, dans le coin de Bécancour et ailleurs, dans les Basses-Laurentides, là, t'as Novabus, puis t'as Lyon électrique. Puis tout à coup, bang! T'es en Ontario, mais là, quelque chose de quasiment plus gros que tout le reste additionné. Le fédéral qui y met des milliards, l'usine de batterie de Volkswagen. Et ça nous a un peu refroidi de dire, OK, mais dans le fond, dans le domaine automobile, est-ce que le hasard ou est-ce que le gouvernement fédéral fait que le gros va rester en Ontario? On se pose la question. Donc, c'est rassurant. En tout cas, je pense qu'on va être sensible à avoir des bonnes nouvelles sur le front des véhicules électriques en sachant que c'est de là que vient la prochaine génération de croissance dans le transport. Le Monde. Il y a toutes sortes de détails troublants qui sont dévoilés depuis la fin de semaine, puis au cours de la journée, alors que les enquêteurs sont encore en train de chercher un motif à la fusillade de masse qui a eu lieu au Texas dans un centre commercial samedi. On parle de 8 morts, au moins 7 autres blessés dans le cas de Mauricio Garcia, cet homme de 33 ans qui lui-même a été abattu par un officier de police de la ville de Allen par la suite après la fusillade. Fusillade, Mario, ça fait de la peine à dire, mais classique. On a utilisé un AR-15, l'arme la plus utilisée dans les tueries de masse. L'homme avait des armes à profusion, on avait dans sa voiture, avait une veste pare-balles avec toutes sortes de paquets de munitions là, pour continuer son carnage. Et là, on continue à trouver certains éléments qui mènent à penser que c'est un homme qui aurait des liens avec des mouvements d'extrémistes de droite, particulièrement néo-nazis. Et là, il y avait toutes sortes de doutes, parce que vous entendez son nom, là, Mauricio Garcia, c'est un homme qui est d'origine latino-américaine. Et là, on a laissé flotter là, du côté de Marjorie Taylor Greene, par exemple, représentante souvent conspirationniste aux États-Unis, qui, elle, a dit « il y a l'air d'avoir des signes de gang, fait que c'est peut-être quelqu'un associé au cartel. » Mais Mario, dans les dernières heures, il y a toutes sortes de personnes qui font de la recherche en extrémisme en ligne, entre autres. Puis ils ont commencé à tirer toutes sortes d'images de ses comptes à lui sur divers réseaux sociaux d'extrême droite un peu plus obscurs. Puis je peux te garantir, Mario, que ça infirme pas mal ce que Mme Marjorie Taylor Greene pouvait penser. Il a publié, l'homme là, en question, toutes sortes d'imageries nazies au fil des années, mais surtout a pris une selfie, un égo-portrait de lui, torse nu. Il y a une énorme croix gammée tatouée en haut du cœur, puis le symbole SS aussi tatoué sur le bras. Donc, il est permis de moins en moins de douter des allégeances néo-nazis de cet homme-là, ce qui prouve aussi que c'est une idéologie, non pas quelque chose avec lequel on est, l'origine néo-nazie. On peut tomber dans l'extrémisme. Il y a quand même trouvé un tatoueur pour faire ça. Oui, aux États-Unis, Mario, il n'y a plus rien qui me surprend. Il n'est pas le premier puis pas le dernier à avoir de l'iconographie comme ça. Quelqu'un, un ami, aurait pu lui faire s'il y a le moindrement des talents en tatouage. Mais vraiment, là, ça continue à pousser la thèse que ce serait un suprémaciste blanc. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les mouvements néo-nazis, ce qu'on appelle l'accélérationnisme, Mario. Des gens qui pensent que l'effondrement de la société est inévitable puis qui tentent de provoquer des chocs comme ça en tuant le plus de gens possible, en commettant des attentats. Évidemment, je me garde une petite gêne, j'enquête pas sur le dossier. Je sais pas si c'est de cela que ça relève, mais dans l'iconographie néo-nazie, c'est quelque chose qui revient malheureusement très, très souvent.
En terminant, Mario, le procès au civil contre Donald Trump à New York, parce que oui, il y a toutes sortes d'affaires qui inculpent M. Trump à ce moment-ci. Surréaliste procès, il n'aura participé que de façon virtuelle, même pas avec des enregistrements. Avec des enregistrements, Mario, mais qui vont quand même laisser leur marque. Hein? Il est contre... C'est bizarre sur la forme et sur le fond, c'est mon avis. Ouais, c'est un procès pour diffamation et viol envoyé par Mme E. Jean Carroll qui l'accuse de l'avoir violé au milieu des années 90 dans une cabine d'essayage d'un grand magasin de luxe de New York. Et là, on a plaidoyé d'un côté comme de l'autre. Mais là, ce qui est tombé vendredi dernier, c'est des vidéos, justement, de la comparution de M. Trump face à l'avocate de Mme Carroll et qui a répété là, plusieurs fois, lui, puis il l'écrit sur les réseaux sociaux à qui mieux mieux. Il dit « Oh, c'est même pas une femme qui est de mon genre, je l'aurais pas violée. » C'est drôle de défense. Le problème, c'est quand on lui a présenté des images de Mme Jean Carroll dans une soirée avant leur rencontre présumée, mais il a confondu la plaignante avec son ex-femme, Marla. Il dit « Oh, that's my ex-wife. » Non, c'est la femme qui vous accuse de viol, M. Trump. Puis là, c'est rendu quelque chose qui est un élément central au terme de la poursuite. C'est, ben là, si vous la trouvez pas de votre goût, mais vous la confondez avec votre ex-femme, qu'est-ce que c'est ça, M. Trump? Disons que c'est bien étrange et là, le verdict pourrait tomber plus tard cette semaine et on verrait à quel niveau de dommages et intérêts M. Trump devrait payer ou non, dépendamment de sa culpabilité. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes.